et a stimulé Montesquieu à évoquer un peu le monde persan pour mieux stigmatiser, pour mieux faire la critique du monde franchouillard où il vivait, si je puis dire comme ça. Et nous interviewerons également alors Chardin, Jean Chardin, qui est un voyageur, marchand, de la fin du XVIIe et qui a été envoyé en mission, peu à peu en mission, à travers tout l'Orient, plusieurs fois de suite. Il a fait des allers-retours en Perse pour vendre des produits de luxe, voilà, et rapporter d'Orient, surtout en France, des produits de luxe, des métaux précieux, des bijoux, etc., etc. Voilà, donc pour le moment, c'est ces échanges et ces regards croisés que nous allons interroger. Et je commencerai par la lettre d'ouverture tirée des lettres persanes de Montesquieu, c'est la lettre 30, qui a servi justement à dire « Ah, monsieur est persan, mais comment peut-on être persan ?» Je vous lis la lettre. Donc, il s'agit de deux persans qui correspondent. L'un est en France, arrivé depuis peu à Paris, c'est Rica, qui écrit à un de ses amis resté en Perse, à Smyrne. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux: il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose admirable. Je trouvais mes portraits partout. Je me voyais multipliée dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant qu'on craignait de ne m'avoir pas assez vue. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville, où je n'étais point connue. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement, libre de tous les ornements étrangers. Je me vis apprécier au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie, sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un fredonnement. « Ah, monsieur est persan? C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Avouez tout de même qu'il fallait l'écrire. Nous sommes au début du XVIIIe siècle et ça signifie pas mal de choses. Ce comment peut-on être persan? Comment peut-on regarder quelqu'un en le dévisageant? Comment peut-on poser cette question naïve, voire nigaude, voire niaise, devant l'étranger? Comment peut-on regarder avec cet air ahuri, d'après ce que dit Montesquieu, des étrangers qui arrivent avec leur costume, parce qu'ils sont en costume, parce qu'ils ont une coiffe bien à eux, bien typique. Comment peut-on recevoir l'autre de cette façon? Et comment l'aborder? C'est déjà toute la question de l'altérité. Comment avoir une relation avec l'autre? Tout est là. Ce mot est extraordinaire. Bon, et nous allons aller interroger d'autres choses. Alors évidemment, Montesquieu, disons Ricard, hein, bon, on ne va pas toujours dire Montesquieu, nous sommes tout de même devant un persan à Paris. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants.
Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais, surtout, on ne saurait pas combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une bonne nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. J'abrège un petit peu. Il en est des manières et de la façon de vivre, comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Et bien voilà, notre Rica lié à son franc-parler dans les lettres qu'il envoie à son ami persan, à son ami resté en Perse. Nous n'allons pas l'abandonner, nous le reprendrons tout à l'heure. On va laisser la parole à Jean Chardin, voyageur, grand voyageur pour l'époque, donc fin XVIIe siècle. Il est marchand, son père était bijoutier à Paris, et il va un peu faire le colporteur des bijoux, sorti de la bijouterie de son père, en Orient. Mais il est intéressant parce qu'il prend des notes et il va tenir une sorte de journal de voyage, lui aussi, comme Hérodote, et il va montrer quelques aspects des Perses en Perse et il va nous donner quelques échantillons des mœurs et de leurs habitudes. Alors, voici quelques petits échantillons de ces notations. L'eau fait la fertilité en Perse. Partout il y en a, et l'on en a généralement partout où l'on en cherche sous terre. Mais il n'y a pas assez de peuple partout pour en chercher et pour en puiser suffisamment. Ainsi, le manque de peuple, de population, dans la Perse ne vient pas précisément de sa stérilité, mais c'est le manque de peuple qui fait qu'elle est stérile. De la même manière que la plupart des pays de l'Empire ottoman, qui, quoi qu'ils soient d'eux-mêmes et par leur nature les meilleurs et les plus beaux pays de la terre, vous les voyez néanmoins secs comme des landes, faute de peuple. Pour ce qui est de la cause du manque de peuple dans ces grands pays, elle est aisée à comprendre. C'est d'un côté l'étendue démesurée des monarchies et de l'autre le gouvernement arbitraire qu'on y exerce. Les peuples conquis, ne pouvant supporter d'être gouvernés suivant le caprice d'un étranger, au lieu qu'ils l'étaient auparavant par des lois constantes émanées de leur constitution, ils secouaient le joug dès que le conquérant était à 200 ou 300 lieues d'eux. On s'est avisé, pour les contenir, d'en exterminer la meilleure partie et de transporter l'autre en des climats éloignés et différents où elle périt peu à peu comme une plante étrangère. C'est ce qu'ont fait les Persans, de même que les Turcs dans les derniers siècles. On remarque déjà aux Indes, qui est un pays admirablement riche, fertile, peuplé, l'effet de cette funeste politique. Car à mesure que le grand Moghol étend son empire par la conquête des royaumes et des principautés des Indes, le peuple diminue et en même temps l'abondance et les richesses. C'est un pays, la Perse, force, et ça y est, de sorte qu'excepté les contrées maritimes, on y jouit partout d'une aussi bonne santé qu'en aucun lieu du monde. Je rapporte cela à deux causes. L'une, que l'air de la Perse est fort sec, et comme cette température est la meilleure pour la conservation de la santé, il s'ensuit qu'en ce climat-là, on doit être moins sujet aux maladies. L'autre est la sobriété de ce peuple-là et la tranquillité de leur esprit. Admirable, ce Jean Chardin a des expressions extraordinaires. Le pays de Perse est aride, montagneux et peu habité. Je parle en général. La 12e partie n'en est pas habitée et cultivée. À 2 lieues loin des grandes villes, vous ne trouvez non plus d'habitation et de monde qu'à 20 lieues. C'est au midi surtout qu'il manque de peuple, c'est donc ce qu'il a dit tout à l'heure, donc je n'insiste pas.
Cependant, la Crète, c'est un pays de montagne, comme je viens de le dire. Il y en a tant que de grandes provinces en sont toutes pleines, comme celle qui est à l'Orient, qu'on appelle à cause de cela Kouréstan.